entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu ce lundi à Conakry. C'était lors d'une reprise de la mobilisation pour empêcher un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Au Mali, des opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta ont érigé ce lundi des barricades à Bamako, ceci au lendemain d'une médiation ouest-africaine qui a échoué à sortir le pays de la crise sociopolitique. Et puis, les Nations Unies ont lancé un appel à la communauté internationale pour obtenir une aide urgente de 283 millions de dollars, un fonds pour assister le Soudan contre le coronavirus et ses conséquences économiques. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu ce lundi à Conakry. C'était lors d'une reprise de la mobilisation pour empêcher un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Des manifestations stoppées depuis 3 mois par la pandémie de Covid-19. Les détails. Avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, le Front national pour la défense de la Constitution, qui avait régulièrement appelé à manifester pour faire barrage à une nouvelle candidature d'Alpha Condé, avait suspendu ces manifestations. Cette trêve a été levée ce lundi, bien que les rassemblements restent interdits en raison de l'état d'urgence sanitaire. Des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont été enregistrés à Conakry lors de cette reprise de la mobilisation. Selon une source médicale, un jeune homme de 22 ans a été blessé par balle au visage alors qu'il se rendait à une manifestation dans le quartier de Hamdalaï, fief de l'opposition dans la banlieue de la capitale. À Ouanidara, autre fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry, des manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Les forces de l'ordre ont alors tenté de les disperser avec des grenades lacrymogènes. Les domiciles du chef de l'opposition politique, Cellou Dalein Diallo, et du coordonnateur national du FNDC, Abdourahmane Sano, ont été également bouclés par les forces de l'ordre. Le mandat du président Condé arrive à échéance à la fin de l'année et même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature, l'opposition est convaincue qu'il briguera sa propre succession. En bref, au Mali, des opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta ont érigé ce lundi une demi-douzaine de barricades à Bamako, ceci au lendemain d'une médiation ouest-africaine qui a échoué à sortir le pays de la crise sociopolitique qu'il traverse depuis le début du mois de juin. Sans commune mesure avec ceux de la semaine passée, les barrages érigés ce lundi, constitués notamment de barrières et de pneus enflammés, ont été dressés dans des quartiers périphériques de la capitale malienne. En revanche, la circulation était normale sur les 3 ponts sur le fleuve Niger reliant les 2 moitiés de Bamako qui avaient été coupés au plus fort du mouvement de contestation. Restons au Mali où le plan de sortie de crise des experts de l'organisation ouest-africaine CEDEAO n'a pas été accepté par l'opposition qui demandait la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. La crise politique actuelle au Mali inquiète ses alliés et voisins qui craignent que le pays sombre dans le chaos. Voici les images. L'opposition malienne n'ayant pas obtenu la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta qu'elle souhaitait, a fait savoir son désaccord avec le plan de sortie de crise de la médiation. Pour Choguel Maïga, l'un des porte-parole du mouvement d'opposition, le communiqué final de la CEDEAO est un non-événement. Il s'élève notamment contre l'argument qui a été avancé par la CEDEAO, selon lequel demander la démission du chef de l'État réclamé par le M5 RFP n'est pas constitutionnel. Selon lui, c'était bien la CEDEAO qui avait obtenu la démission de l'ancien président malien, Amadou Toumani Touré. Face à cette situation, Choguel Maïga appelle à la poursuite de la désobéissance civile. Les experts de la CEDEAO espèrent quant à eux que le plan de sortie de crise pourra être mis en place d'ici le 31 juillet prochain afin que le Mali puisse se remettre sur les rails. À l'issue de sa mission, la médiation ouest-africaine, venue chercher une solution à la crise sociopolitique au Mali, a proposé un gouvernement d'union nationale pour résoudre le litige autour des résultats des législatives. Elle a également proposé la formation d'une nouvelle cour constitutionnelle sur une base consensuelle. La mission recommande, en attendant le règlement des différends aux élections législatives, que la présidence de la République et le Conseil supérieur de la magistrature nomment chacun 3 membres de la Cour constitutionnelle.
Les 6 membres de la Cour nommés satisfont ainsi l'exigence du quorum. La Cour ainsi reconstituée devra délibérer et réexaminer les résultats des élections législatives. Il est nécessaire de mettre en place de toute urgence un gouvernement d'union nationale sur la base du consensus et tenant compte des recommandations du dialogue national inclusif et des propositions de répartition suivantes. 50% proviendront de la coalition au pouvoir, 30% proviendront de l'opposition et 20% de la société civile. Aucune forme de changement non constitutionnel d'accession au pouvoir ne sera acceptée par la CEDEAO. La mission de médiation se félicite de l'adhésion de toutes les délégations rencontrées aux mesures proposées, à l'exception du comité stratégique du M5 RFP. En République démocratique du Congo, des manifestants ont marché dimanche à Kinshasa contre le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale. Il s'agit de la 3e marche de ce type en seulement 10 jours. Les images. Pour la 3e fois en 10 jours, Kinshasa a été le théâtre ce dimanche d'une nouvelle marche contre le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale. Interdite par les autorités comme les 2 autres, cette marche s'est cette fois-ci déroulée sans incident. Les forces de sécurité ont encadré les quelques centaines de militants qui avaient répondu à l'appel du comité laïque de coordination CLC, un collectif catholique. Les manifestants accusent Ronsard Malonda, actuel secrétaire exécutif de la CENI, d'avoir participé à la fraude lors des précédents scrutins. Nous marchons pour la CENI. Nous voulons cette fois-ci une CENI dépolitisée, une CENI crédible pour ne plus connaître les cas électoraux qu'on a connus en 2018. Il y a eu des jeunes qui ont été fauchés par balles, tués dans les parvis des églises pour que nous ayons droit à des élections crédibles. Et cette mémoire, nous la portons et donc nous ne pouvons plus accepter que les décors du chaos électoral qui avait été exécuté en 2018 soient de nouveau plantés. Donc, il faut une réforme de la loi organique sur la CENI. Il y a même une proposition de loi qui est sur la table du bureau de l'Assemblée nationale avec des avis et considérations du gouvernement. Au moins 5 manifestants avaient été tués lors de la première marche le 9 juillet dernier à l'appel du parti présidentiel l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Un policier a été lynché à mort. La seconde marche qui s'est tenue le 13 juillet dernier à l'appel de la coalition d'opposition Lamuka avait réuni des milliers de manifestants à Kinshasa dispersés à coups de gaz lacrymogène en fin de cortège. Déjà entériné par l'Assemblée nationale, le choix de Ronsard Malonda doit être validé ou non par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les Nations Unies ont lancé un appel à la communauté internationale pour obtenir une aide urgente de 283 millions de dollars, un fonds qui devrait permettre d'assister le Soudan dans sa lutte contre le coronavirus et ses conséquences économiques qui menacent de famine plusieurs millions de personnes. 283 millions de dollars, c'est le montant recherché par les Nations Unies afin de venir en aide au Soudan dans sa lutte contre le coronavirus et ses conséquences économiques. Dans ce pays, la crise sanitaire menace de famine plusieurs millions de personnes, d'après l'institution onusienne. Selon un communiqué de la représentation de l'ONU au Soudan, la pandémie affecte le pouvoir d'achat des familles et les restrictions aux déplacements mettent à mal leur accès à la nourriture, aux soins et aux services de base. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a relevé dimanche que plus de 9,6 millions de personnes faisaient face à une famine grave, le chiffre le plus important jamais enregistré au Soudan. Des familles soudanaises ont commencé début juillet à recevoir des aides financières de l'État qui devraient concerner à terme 80% des 42 millions d'habitants du pays, selon le ministère des Finances. Cette aide est financée par une partie des 1,8 milliard de dollars accordés en juin dernier au Soudan par une quarantaine de pays sous l'égide des Nations Unies et de l'Union européenne afin d'assister le pays dont la transition démocratique est menacée par une grave crise économique,
accélérée par l'épidémie de Covid-19. 155 touristes français, allemands et luxembourgeois ont atterri sur l'île de Djerba en Tunisie. Ils étaient à bord d'un vol affrété par le tour opérateur luxembourgeois. Il s'agit du premier charter depuis l'arrêt des vols pour cause de nouveaux coronavirus. Il y a de cela 3 mois. Reportage. La Tunisie, dans un contexte de nouveau coronavirus, tient à sauver le secteur du tourisme sur son territoire. C'est le ministre tunisien du Tourisme qui a lui-même accueilli ce week-end les touristes d'un vol charter. Une première après un arrêt de 3 mois dû au Covid-19. 155 touristes français, allemands et luxembourgeois font ainsi leur expérience sur l'île de Djerba. La Tunisie a pris avec succès des mesures drastiques pour circonscrire la pandémie qui a fait 50 morts parmi 1374 personnes contaminées dans le pays. C'est vrai qu'on ne peut pas sauver toute la saison, mais on va tout essayer pour sauver une partie de la saison et surtout pour restaurer la confiance. C'est ça le plus important maintenant, c'est que les gens qui travaillent dans le tourisme reprennent confiance et y croient de nouveau. Et je crois que le but serait atteint avec l'arrivée de cet avion et d'autres prochainement. En tout cas, point de vue économique et point de vue social, c'est très important d'avoir relancé les vols parce que des avions qui ne bougent pas on perd de l'argent. On voit ça avec beaucoup de compagnies aériennes qui ont dû fermer. Nous sommes heureux d'avoir pu démarrer, les hôteliers aussi. Donc c'est très très important pour l'économie globale et locale de relancer le tourisme qui a été très très durement touché. La quarantaine obligatoire de 14 jours a été levée à la mi-juin et les frontières ont rouvert le 27 juin. Les voyageurs venant de France, d'Allemagne et du Luxembourg ne sont soumis à aucune restriction, comme tous les pays classés verts par les autorités tunisiennes. La Tunisie a été frappée de plein fouet par les retombées économiques et sociales de la fermeture des frontières en raison de la pandémie. Les autorités espèrent pour début 2021 une relance du secteur touristique qui représente 8 à 14% du PIB, emploie environ un demi-million de personnes et est le plus affecté par la crise sanitaire. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.